Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 10 août. Veillée générale pour la dernière éclipse du millénaire qui demain traversera 13 pays. De la pointe de la Cornouaille jusqu'au golfe du Bengale, chacun se prépare avec plus ou moins d'impatience. Les producteurs de fruits et légumes sont en colère. Ils accusent la grande distribution de brader les prix. Cet après-midi, ils ont séquestré à Nîmes le directeur de la direction départementale de l'agriculture. Le ministre français de la Défense, Alain Richard, s'est rendu au Kosovo. Il y a notamment rencontré les soldats français de la KFOR en but au harcèlement des manifestants à Pristina. Le camping reste un mode de vacances extrêmement prisé et pas seulement pour des raisons financières. Une façon de vivre avec ses rituels et ses rendez-vous. Tranche de vie à la fin de ce journal. Elle arrive, c'est sûr. La verrez-vous, c'est une autre affaire. Outre les problèmes de météo sur une partie de la France, notamment dans l'ouest et le nord-est, il y a aussi la course aux lunettes, qui est loin d'être terminée. Nous y reviendrons dans le cours de ce journal. Reste un extraordinaire engouement touristique et populaire pour ce grand rendez-vous. En France, dans les 5000 communes situées dans la bande de totalité de l'éclipse, les municipalités ont rivalisé d'imagination pour attirer les touristes. Un afflux qu'il faut gérer. Exemple dans la ville de Laon, dans l'Aisne, où se sont rendus Nathalie Moisan et Jean-Pierre Catignard. L'éclipse à J-1 dans la grande salle de la mairie de Laon, ça ressemble d'abord à une grande campagne de pub. Bananes, lunettes, t-shirts, pour cette ville mal connue et dont la population va quadrupler en 3 jours, l'occasion est trop belle de faire parler d'elle. Nous voulons surtout faire connaître Laon. Laon, L-A-O-N, parce que souvent on confond Laon avec Lens. Et Lens est dans l'Aisne. Et on a une très belle ville, très historique, et on voudrait qu'on connaisse la ville de Laon. Et vous comptez sur l'éclipse pour ça? Eh bien, ça peut être une partie, en effet, on peut jouer à cela et ça peut nous rapporter, gros, on l'espère bien. Mais avant que ça rapporte, il faut investir. Depuis 2 mois, tout le personnel municipal a été réquisitionné. Coût de l'opération 400 000 francs. Dans ce bar, c'est dans l'aluminium qu'on a investi. Les commerçants sont évidemment les premiers à vouloir bénéficier de cette manne venue du ciel. C'est quand même un événement exceptionnel, donc on arrive à la fin du 2e millénaire, une éclipse à Laon, on n'est pas prêt d'en revoir une. Pour vous, c'est une bonne affaire? Oui, bien sûr, surtout aussi pour la ville de Laon, je pense. Bonne affaire aussi pour les hôtels et campings complets depuis plusieurs mois. La plupart de ces touristes, anglais et hollandais, sont venus spécialement pour l'éclipse. Nos femmes n'avaient pas très envie de venir. Alors, avec mon ami, on a emmené les garçons. Mais ce n'est pas pour des vacances, c'est pour bosser. Est-ce que vous refusez du monde? Si, ça c'est logique. Mais ceux qui sont en place, on a essayé de les coupler. On a fait le couplage, donc il y a des Hollandais, des Belges sur le même emplacement, des Anglais, des Français sur le même emplacement, donc ça tourne bien. Du coup, les derniers arrivés ont dû s'installer sur l'hippodrome, reconverti en terrain de camping pour l'occasion. Alors on sait d'ores et déjà que pour le sud de la Grande-Bretagne et la moitié nord de la France, les conditions ne seront pas idéales pour observer l'éclipse, mais la météo restant capricieuse et l'art de la prévision incertain, partout on cherche tout de même à se protéger les yeux. 40 millions de lunettes environ ont déjà été distribuées et pourtant c'est nettement insuffisant pour faire face à la demande. Alors si vous êtes en panne, donc demain, il vous reste à vous rendre dans les points éclipses pour tenter de vous procurer ces fameuses lunettes, ou mieux encore, regarder le phénomène à la télévision. Cette éclipse traversera donc une bonne partie de l'hémisphère nord, de la pointe de la Cornouaille jusqu'au golfe du Bengale, c'est-à-dire qu'elle touchera des centaines de millions de personnes et qu'elle recouvrira 13 pays à la vitesse, dit-on, de 2800 km/h. Balayage du parcours avec Joël Bruandé. Voici donc, par ordre d'entrée en scène, les Cornouailles. Début du spectacle à 12h15. On attend près d'1 million de personnes. Ici, tout est prêt pour l'éclipse, sauf peut-être la météo. Une chance sur 10, selon les spécialistes, de voir l'éclipse dans de bonnes conditions. On est venu pour l'éclipse et tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne pleuvra pas. Après avoir parcouru le nord de la France, l'éclipse gagnera l'Allemagne. Là aussi, on guette la météo et surtout, on chasse les lunettes. Certains ont fait la queue, comme ici, à Stuttgart, mais hélas... Mesdames et messieurs, je suis désolé, nous avons tout vendu. Il ne me reste que 3 paires.
Passé l'Europe centrale, notre petite nuit atteindra le Moyen-Orient. Première étape, la Turquie. Ici, pas de souci côté météo, c'est même devenu le paradis des chasseurs d'éclipses, qui sont venus de loin pour profiter d'un ciel dégagé. Un peu plus loin, Ispahan, en Iran. Ici aussi, le port des lunettes est recommandé et chacun aura droit à son t-shirt. Pour ce pays, l'éclipse est peut-être un événement astrologique, mais c'est aussi une occasion d'attirer les touristes. J'espère que beaucoup d'étrangers vont venir pour l'éclipse. J'aurai plus de clients, je gagnerai plus d'argent, c'est bien. Il sera 14h30, heure de Paris, quand l'éclipse survolera l'Inde, où ce phénomène naturel fait déjà l'objet de nombreuses croyances. La Lune et son cône d'ombre disparaîtront ensuite dans le golfe du Bengale. Alors plus près de nous, un certain nombre de mesures ont été prévues pendant la durée de cette éclipse. Ainsi, les automobilistes devront choisir entre lever les yeux au ciel ou conduire. De même, les routiers devront se garer entre 11h et 14h. Et puis, les services d'intervention, pompiers ou SAMU, ont été renforcés. Il y a 38 ans, le 15 février 1961, au matin, la dernière éclipse totale sur le midi de la France avait suscité moins d'enthousiasme. Et pourtant, déjà, la télévision avait proposé une émission spéciale présentée par Pierre Tchernia. Jean-Claude Alanic et Mathieu Drejoux ont retrouvé ces images. Cette année-là, Gagarine partira dans l'espace et Berlin sera coupé en deux par le mur. Mais l'actualité, en ce matin du 15 février 1961, c'est l'éclipse retransmise en Eurovision par l'unique chaîne de télévision. Pierre Tchernia est à l'antenne. Qui est totale, je vais vous l'expliquer dans un instant, dans les régions méridionales de la France. Et puis, il y aura le 11 août 1999, prenons rendez-vous tout de suite si vous le voulez. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis donné rendez-vous à 38 ans de distance. Pour cet événement cosmique, le réalisateur, Alexandre Tarta, avait mis les petits plats dans les grands. 6 caméras à l'observatoire de Saint-Michel-de-Provence et 3 caméras à bord d'une forteresse volante non pressurisée. Les caméramens devront donc porter des masques à oxygène. Et moi j'étais en studio, donc je n'ai rien vu que des images retransmises par la télévision. J'étais pas dans la rue à me brûler les yeux. Regardez, ce n'est pas un croissant de lune que vous voyez, c'est bien le soleil. Je suis intervenu comme on intervenait souvent, c'est-à-dire en boulotant à toute allure de la documentation pour avoir au moins le vernis nécessaire pour parler de tout ça. Et déjà, à l'époque, on s'intéressait aux animaux. La télévision avait même fait venir devant les caméras un troupeau de moutons et une basse-cour. Et France 2 ne déroge pas à la tradition puisque c'est à 2 émissions spéciales que notre chaîne vous convie, à commencer par ce soir La Nuit des Étoiles et demain une émission spéciale sur l'éclipse présentée par Claude Sérillon et l'astrophysicien Hubert Reeves que nous retrouvons à Malbrouck en Lorraine. Alors Claude, si j'ai bien compris, cette nuit au fond on révise notre carte du ciel et puis demain on regarde l'éclipse. Oui, c'est à peu près ça. On va faire un petit clin d'œil à l'ami Pierre Tchernia parce que c'était assez étonnant et très drôle ce que vous venez de diffuser, hein, Hubert. Oui, vous vous souvenez de cette éclipse de 61 ? J'étais au Canada, moi, à cette période. Je ne l'ai pas vue. Alors, vous voyez, Françoise, on a déjà équipé, Jean Cazat a fait équiper certaines caméras qui vont fixer le soleil avec des filtres précis, car il faut là aussi équiper, pas seulement pour les humains, des lunettes, mais aussi équiper. Nous sommes ici dans ce château de Malbrouck, tout en haut de la tour. Il y a un petit vent frisquet, mais tout va bien. Pour l'instant, les observations se présentent plutôt pas trop mal pour demain. Il y a déjà des animations autour du château de Malbrouck, des animations médiévales. Il y a beaucoup de groupes qui sont déguisés. On s'est déguisé en Tintin pour célébrer donc cette éclipse. Alors ce soir, non seulement on va parler de l'éclipse, Hubert, on va parler aussi d'un siècle d'astronomie. Oui, on a décidé de mettre en contrepoint l'éclipse, un événement contemporain demain, et un siècle d'astronomie, c'est-à-dire qu'avons-nous appris en un siècle, qu'est-ce qu'on sait en l'an 2000 ou presque, qu'on ne savait pas en 1900. Donc les deux thèmes vont être mélangés tout au long de la soirée. Alors beaucoup de progrès, des images tout à fait surprenantes, notamment dans le documentaire qui va suivre l'édition du journal. Toujours La Nuit des Étoiles à partir de 22h jusqu'à 1h du matin, en direct de ce château de Malbrouck, sur la commune de Manderen. Nous sommes en Moselle et nous sommes accueillis par énormément de monde qui sont tout autour de ce château. Voilà Françoise, le rendez-vous c'est juste après vous. Et vous êtes absolument magnifique, Claude, sur ce donjon.
Cet après-midi, en Haute-Corse, plusieurs incendies se sont déclarés près de Furiani. 3 Canadair survolent le feu, mais les opérations sont rendues difficiles, précisément à cause du vent. Aucune zone d'habitation n'est menacée, mais on redoute l'effet des rafales sur les départs de feu. À Nîmes, une quarantaine de producteurs de fruits et légumes ont séquestré le directeur de la direction départementale de l'agriculture alors qu'une réunion de concertation se tenait à Paris au ministère. L'objet de cette colère, c'est la baisse des prix imposés, estiment les agriculteurs, par la grande distribution. Reportage et explications de Iliana Mour-Youssef et Alexis Delcourt. Opération coup de poing aujourd'hui à Nîmes. Une quarantaine d'agriculteurs se sont emmurés dans le bureau du directeur de la Chambre d'agriculture du Gard. Les manifestants protestent contre les pratiques de la grande distribution qui les obligent à vendre leurs fruits et légumes à perte. Exemple, ce producteur de poires dans le Midi. 1 kilo de poire nous coûte environ 2 francs à 2 francs 20 et actuellement nous le vendons 1 franc sur le mine. Vous vous en sortez comment ? On ne peut pas s'en sortir, sachant que l'on perd plus de 1 franc du kilo. Ce même kilo de poire est revendu 7 francs 95 dans un grand magasin parisien. Montrés du doigt, les grandes surfaces accusées d'écraser les producteurs. Pour mettre un terme à la crise, producteurs et distributeurs ont accepté de se rencontrer au ministère de l'Agriculture. 3h30 de discussion et une première résolution, plus de transparence pour le consommateur. Quand un consommateur a fait son marché, il verra le prix auquel le producteur a été payé, auquel le produit a été acheté au producteur. 3 francs peut-être le kilo de pêche, et lui il verra en tout cas s'il achète le kilo de pêche à 10 francs, à 15 francs ou à 8 francs. Voilà ce que verra le consommateur demain. En quoi ça vous avancera? Ça incitera à mettre effectivement une véritable discipline collective en matière de prix et à avoir une politique citoyenne par rapport à un secteur des fruits et légumes. Côté grande surface, on semble prêt à faire des concessions, accepter l'instauration d'un prix minimum. Nous ne sommes évidemment pas du tout opposés à l'application de ce prix minimum. Ça veut dire qu'il va entrer en vigueur? Prochaine réunion jeudi 14h à venir. Dans les prochaines semaines, une table ronde sur la situation du secteur sera présidée par le ministre de l'Agriculture. Et puis toujours en matière agricole, la France a demandé formellement à Pékin de lever l'interdiction qui frappe les vins français. La Chine s'était émue de l'utilisation de dérivés de sang de bœuf pour clarifier le vin, ce que dément Paris, cette pratique étant interdite depuis 1997. L'an dernier, la Chine a importé près de 8 millions de litres de vin français. On le sait, les Français sont des grands consommateurs de médicaments et de soins médicaux. Ce que l'on sait moins, c'est que cette consommation est très concentrée, pour ne pas dire ciblée. C'est ce qu'indique une étude du Centre sur l'économie de la santé, le CREDES. Explication de Florence Griffon et Marie-Laure Gendre. Se soigner coûte cher, mais certains dépensent plus que d'autres. 10% de la population française est à l'origine de 60% des dépenses en soins médicaux. Ce sont surtout les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies graves. En moyenne, chaque Français dépense 12 000 francs par an pour sa santé. Mais certaines catégories sociales dépensent beaucoup plus, 32 000 francs pour les cadres et 52 000 francs par an pour les ouvriers. Les cadres ont une consommation bien moindre que les ouvriers lorsqu'ils sont grands consommateurs et consomment essentiellement des soins de ville, parmi lesquels surtout des soins de spécialistes et des soins de dentistes. Vous voyez bien que ça répond à des problèmes de santé spécifiques, alors que les ouvriers consomment beaucoup plus d'hospitalisation, d'ailleurs répondant à des problèmes de santé différents, notamment des accidents, mais aussi certainement à un retard de recours aux soins. Si l'origine sociale compte pour beaucoup, la couverture complémentaire est elle aussi déterminante. Ceux qui ont une mutuelle et qui sont donc les mieux remboursés dépensent 1,5 fois plus que les autres. Alain Richard, le ministre français de la Défense, est rendu aujourd'hui au Kosovo. Il a notamment rencontré les soldats français de la KFOR à Mitrovica. Une visite qui intervient dans un climat de tension très particulière. Depuis 3 jours, les manifestants kosovars albanais s'en prennent aux forces d'interposition françaises de façon parfois violente. Sur place, le reportage de Pascal Doucet-Bon et Jean-François Renaud. Comme d'habitude, quelques noms d'oiseaux, un peu de provocation, mais les soldats aujourd'hui n'ont pas eu à intervenir. Le face-à-face n'a duré qu'1 heure avant qu'un orateur n'appelle au calme, promettant des jours meilleurs à un Kosovo albanais. Peut-être les discussions engagées hier après-midi entre les Nations Unies et les représentants albanais ont-elles porté leurs fruits. En tout cas, la manifestation d'aujourd'hui n'avait rien à voir avec les précédentes. Alain Richard, lui, n'a rien vu de tout cela. Sa visite à Mitrovica, prévue bien avant les manifestations, ne l'a conduit qu'au quartier général et à l'hôpital,
où l'attendait le capitaine français blessé au visage hier, qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Non, à l'œil, j'ai rien. Je porte les soldats m'extraient. Je voulais dire que vous faisiez du bon boulot. C'est d'autant plus vrai pour vous. Du bon boulot, ce n'est pas l'avis d'Hakim Tachi, le leader politique de l'Utcheka, qui a violemment critiqué les forces françaises hier, qualifiant leur attitude d'arrogante. Le ministre, lui, se garde bien de hausser le ton. Je ne veux pas spéculer sur ce que peuvent être les choix tactiques de l'Utcheka, qui a, comme c'est compréhensible, des ambitions de pouvoir sur cette province, mais qui n'est pas la seule. Je crois simplement que l'Utcheka a mené un combat, que nous avons été dans le même sens pour lutter contre l'épuration ethnique. Maintenant, M. Tachi a exprimé la volonté que le Kosovo soit une terre de coexistence entre la population de souche serbe et la population de souche albanophone. Je vais donc discuter avec lui des moyens concrets que nous pouvons employer les uns et les autres pour arriver à ce résultat. C'est donc pour rencontrer Hakim Tachi, à la demande de ce dernier, qu'Alain Richard est reparti pour Pristina. Les habitants de Mitrovica, qu'ils soient serbes ou albanais, n'ont rien su de sa visite. D'autres manifestations sont prévues cette semaine. Comme chaque jour, la circulation a repris sur le pont de Mitrovica dès la fin des manifestations. Alain Richard, lui, n'a pas souhaité visiter l'endroit. Pas question d'en faire un symbole de discorde. C'est un langage d'apaisement que le ministre de la Défense comptait tenir ce soir à Hakim Tachi, le leader de l'Utcheka. Vous nous excuserez pour cette mauvaise qualité du son liée à des difficultés de liaison avec le Kosovo. À Moscou, on commente sans passion excessive les nominations du nouveau Premier ministre Vladimir Poutine, que Boris Yeltsin a présenté comme son dauphin. Les Russes vivent avec un certain fatalisme ces changements intempestifs, un état d'esprit que l'on retrouve aussi chez les investisseurs étrangers. Dominique Derda et Catherine Bazier. Des changements, ils en ont tant vu, tant subi, surtout ces 10 dernières années, que ce n'est pas le limogeage d'un Premier ministre de plus qui risque de les bouleverser. Les Russes ont depuis bien longtemps un fatalisme et un sens de l'humour à toute épreuve. Ainsi, quand les nouvelles de Moscou parlent d'éclipse totale, c'est évidemment des absences de Boris Yeltsin dont il s'agit. Moi, dit ce pop, en fait, je trouve ça super. Pourquoi? Eh bien parce que quoi qu'il arrive, pour les gens ordinaires, c'est toujours pareil. Ça montre que dans ce pays, on est vraiment capable de survivre à tout. La bourse qui hier avait chuté s'est vite redressée. La Banque centrale, pour éviter une brutale hausse des prix, aurait injecté d'urgence 150 millions de dollars pour maintenir le rouble face au billet vert. Comme le disait déjà Gorbatchev à son époque, les choses vont changer, c'est sûr. Ça ira mieux ou plus mal, mais ça ne restera pas comme avant. À mon avis, avec cette instabilité politique, ça ne peut aller que plus mal. Dans la banlieue de Moscou, le plus vaste, le plus moderne des entrepôts de marchandises de toute la Russie, la crise économique de l'été dernier que personne n'avait prévue a contraint ses dirigeants français à réduire de moitié leur personnel. Sur les 700 employés, il n'en reste que 350. Le chiffre d'affaires est passé de 200 à moins de 90 millions de francs. Autant dire qu'après une telle douche froide, les investisseurs étrangers ont appris à leur tour à ne plus guère s'émouvoir du jeu de chaises musicales à la tête du gouvernement. Tant que les élections législatives n'auront pas eu lieu, les élections présidentielles n'auront pas eu lieu, on ne pourra pas envisager un départ stable et serein. Ceci dit, entre-temps, il faut vivre et bien sûr ne pas s'arrêter sur la politique en elle-même. Vivre ou plutôt survivre sans vraiment se soucier de ces mini-révolutions de palais. Comme ces hommes d'affaires venus d'ailleurs tenter ici fortune, les Russes ne disent pas autre chose. Du moins, pour l'instant. Souci supplémentaire pour le nouveau Premier ministre, la situation au Daghestan, république de la Fédération de Russie, limitrophe de la Tchétchénie, où des groupes islamistes appellent à la sécession. Les explications de Jean-Marc Ilouz. Sur cette vidéo amateur, les premières images des indépendantistes islamiques du Daghestan, quelques centaines de combattants qui en moins d'une semaine viennent de faire main basse sur 5 villages, au nez et à la barbe de l'armée russe. Plus de 30 morts déjà, dont aujourd'hui même un officier russe, et 4000 réfugiés. Les Russes ont dû dépêcher des renforts sur place après 3 semaines d'accrochage qui ont mené aux combats les plus violents depuis 3 ans dans cette région explosive du Nord-Caucase. Petite république frontalière de la Tchétchénie où la Russie connut jusqu'en 1996 toutes les humiliations d'une guerre coloniale. Le Daghestan, 2 millions d'habitants, une trentaine de minorités rivales à majorité musulmane, est traversé par le seul oléoduc actuellement capable d'exporter le pétrole de la Caspienne. À la télévision russe, les nouvelles du Daghestan n'ont rien pour rehausser l'image de l'armée qui a récemment bombardé par erreur ses propres troupes.
Le Daghestan, tout sera réglé dans 2 semaines, a dit ce matin Vladimir Poutine, le nouveau Premier ministre russe, en recevant son chef d'état-major. Mais à lire la presse russe, il semble être aujourd'hui le seul à le croire. En Israël, un Palestinien a été abattu par la police après avoir délibérément heurté avec sa voiture 6 militaires israéliens qui faisaient de l'autostop à l'ouest de Jérusalem. Yasser Arafat a dénoncé cet acte de violence. Le Premier ministre Ehud Barak s'est déclaré déterminé à lutter contre le terrorisme en coopération avec l'autorité palestinienne. Une réaction très différente de celle qu'aurait eu son prédécesseur, estiment les observateurs. En France, le petit garçon algérien de 9 ans qui avait disparu à la mi-juillet à Alès dans le Gard a été retrouvé mort cet après-midi. Ossine avait disparu alors qu'il se rendait au petit supermarché du quartier en pleine journée à la demande de sa mère. L'honneur retrouvé d'Éric Leblond. Il avait été accusé de viol et écroué pendant 6 mois. Grâce aux empreintes génétiques, au test ADN, il a finalement été innocenté. Ses avocats vont intenter un recours devant la justice européenne pour violation de la présomption d'innocence. Jacques Cardoz et Vincent Dezombre. Tout va bien. Il arbore le t-shirt Firmand depuis hier, depuis que sa famille a reçu la fameuse ordonnance de non-lieu par pli recommandé du tribunal de Toulon. La justice a donc reconnu ses torts dans cette affaire. Éric Leblond a passé 6 mois et demi derrière les barreaux pour un viol qu'il n'a pas commis. Je me demande qu'est-ce que je faisais là-bas pendant 6 mois et demi. Parce que j'avais rien à faire là-bas. Parce que c'est simple, c'est net et simple. J'ai perdu 6 mois et demi de ma vie et j'ai perdu le boulot. Le 4 septembre 1998, Éric cherche un appartement dans Toulon. Au hasard de la journée, il s'arrête en terrasse boire un verre. Il ne sait pas encore que sa vie va basculer. Une jeune fille, violée 16 mois plus tôt, croit reconnaître en lui son agresseur. Elle fait aussitôt appel à la police, qui vient l'interpeller sur le champ. Éric croit à un simple contrôle d'identité, mais la machine judiciaire lui réserve un autre sort. Moi, ce que je trouvais bizarre, c'est que je suis rentré dans un bureau et il y avait marqué mineur sur la porte. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Puis là, c'est là qu'ils ont commencé à m'expliquer les faits qui sont reprochés. Mais 6 mois d'incarcération plus tard, Éric est disculpé grâce au test d'ADN, des relevés ayant été pratiqués tardivement sur les vêtements de la victime. C'est une histoire farfelue, quoi, affreuse. Hein. C'est un truc qui n'aurait dû jamais arriver si la justice avait été bien appliquée par ceux qui doivent l'appliquer. L'avocate de la famille, qui est également vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, envisage de porter plainte. Une manière d'exiger de la justice une réhabilitation symbolique. 2 randonneurs ont trouvé la mort dans les Alpes. Ils étaient partis samedi pour gravir le massif du Taillefer. L'alerte a été donnée mardi par les familles. Les jeunes gens ont été militaires en permission. On les appelle physionomistes quand ils vous laissent entrer, videurs quand ils refusent. Les portes des boîtes de nuit en France ne s'ouvrent pas de la même façon pour tous. À la demande de SOS Racisme, des huissiers tentent d'établir cette discrimination. Reportage de Patrick Fondio et Madi Diawara. Le secret a été bien gardé. Jusqu'à la dernière minute, ils ignoraient le lieu du rendez-vous. Dans cette chambre d'hôtel, SOS Racisme prépare ce qu'elle appelle une opération testing. Trouver des preuves de discrimination raciale à l'entrée d'une discothèque de la région parisienne. Si on vous laisse pas entrer, vous demandez pourquoi. 3 couples vont se prêter au jeu. Un huissier les accompagnera. Beurre, blanc, black. Si l'un de ces couples est refoulé pour l'association, ce ne sera pas une surprise. Disons que j'ai l'habitude, entre guillemets, de me faire rejeter, donc ça va. Non, pas vraiment. Ouais, voilà, la seule différence, c'est qu'il y aura la caméra, quoi, c'est tout. Sinon, on a l'habitude de vivre ce genre de choses. Donc là, on va vraiment mettre à nu, j'espère, l'hypocrisie du racisme et montrer que ça existe, malgré certains dires. Devant l'établissement, les choses ne sont pas aussi simples. Le couple Beurre est entré sans problème. C'est le tour du couple Black. La caméra est cachée. Désolé messieurs, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà ce soir il y a trop de monde, les gens qu'on connaît pas, on prend pas. C'est pas juste. Ouais, c'est pas juste, c'est pas grave. Je vais l'expliquer, descendez dessus. Ce ne sont pas des habitués. Motif officiel. 20 minutes plus tard, le couple blanc se présente. Lui non plus n'est jamais venu. Pourtant, il rentre. L'huissier a tout vu, il fera son constat, un document juridique qui va étoffer la plainte de SOS Racisme. Quelques instants plus tard,
Les militants de l'association vont demander des comptes à la direction de la boîte. Où est-ce que vous voulez en venir? Écoutez, pourquoi vous avez refusé la plupart des personnes qui étaient là, sauf Il y en a deux qui sont rentrés. Voilà, grosso modo, ceux qui sont d'origine européenne sont rentrés, les autres ne sont pas rentrés. Allez voir à l'intérieur, monsieur. Allez-y, rentrez avec la caméra, filmez. Allez filmer à l'intérieur. L'accès de la caméra à la salle nous sera finalement refusé. Là, vous mettez tenue correcte exigée. Toutes ces personnes ont une tenue correcte. Je ne vois pas pourquoi elles ne peuvent pas entrer dans la boîte. On nous prend la tête, je parle en général, dans toutes les discothèques, parce que c'est toujours le même problème dans toutes les discothèques. Mais vous allez n'importe où, vous allez dans des pianos-bars, vous allez dans certains restaurants de Paris, vous allez dans des pubs. Arrête de parler! On va pas dans les mêmes endroits. Les démarches comme celle-ci vont se multiplier. Le délit de discrimination raciale est difficile à établir. En France, une seule discothèque a été condamnée en avril dernier à Tours à 12 000 francs d'amende. Sur la presqu'île du Cap Ferret, en face d'Arcachon, un bus de ramassage d'un genre un peu particulier rencontre un franc succès. Le bus circule de minuit à 6 h du matin pour éviter aux jeunes gens qui auraient un peu forcé sur la boisson de finir dans le fossé. Et ça marche. Pour la première fois cette année, aucun accident à la sortie des discothèques. David Bazier et Frédéric Grinchec. Le slogan est simple, mais peu de cités balnéaires y ont pensé. De 23 h à 6 h du matin, la navette circule sur un itinéraire que fixent les jeunes. D'abord les bars qui ferment à 2 h du matin. Après je les ramasse, je les amène en boîte de nuit. Et puis après je les laisse le plus près possible de la maison. 5 morts, 60 blessés graves sur les routes, c'est le bilan de l'été dernier sur la presqu'île du Cap Ferret. Tous des jeunes. Choqué, le maire de la commune a débloqué 200 000 francs pour créer le bus des nuits d'été. Je me suis réservé le triste privilège d'aller annoncer aux parents le décès. Au lever du jour, c'est affreux. Je mesure les conséquences et les dégâts que provoque la disparition d'un enfant. Donc nous avons pris la décision de lancer un bus de nuit. Au prochain tour là maintenant. Hein. Les jeunes ont adhéré, le bus ne désemplit pas. Aucun accident depuis le début de l'été. Ce transport en commun modifie les comportements. J'étais en voiture, ouais. Et comme on a un peu bu, je me suis garé et on prend le bus de nuit là. Les discothèques. Cette année, la préfecture de la Gironde a prononcé des fermetures administratives, pointant la responsabilité des gérants dans la consommation d'alcool au volant. Le bus soulage aussi le monde de la nuit. La fête est beaucoup plus sereine, dans le sens que les clients, les enfants et les parents sont beaucoup plus tranquilles. Du fait de prendre ce bus, c'est une sécurité permanente pour eux. Les adultes, eux, tentent de jouer le jeu. Actuellement, je ne bois pas. Bon, là, j'ai bu, donc je ne conduis pas, je prends le bus. Ouais, il est là, il se cache. J'ai pas pris le bus, mais je me fais ramener. Et quand on est ivre et solitaire, mieux vaut perdre ses clés de voiture. Qu'il s'appelle des flots bleus, des mouettes, de la plage ou des pins, le camping a toujours la cote. À Port-Grimaud, l'un des plus grands campings de France, ouvert depuis 1957, accueille pas moins de 5200 vacanciers. Un mode de vie qui a ses inconditionnels. Géraldine Dalbon-Morenas et Rémi Poissonnier. C'est quoi la vie au camping pour vous? Oh, c'est facile, on drague, on boit, on mange, puis on drague. Voilà, on s'arrête. Un programme harassant. À quelques mètres à peine de la mer, à quelques kilomètres seulement de Saint-Tropez, sous une simple tente ou dans une caravane suréquipée, d'irréductibles campeurs, 5000 adeptes qui n'échangeraient leur place pour rien au monde. Il faut dire qu'ici, on les chouchoute. Rien que pour eux, une laverie, un coiffeur, des bars, des boutiques de souvenirs, 2 supermarchés, un maximum de confort, mais un confort qui se paye. C'est juste en dépannage, pour les petites choses comme ça, parce que c'est très cher. 9 francs la plaquette de beurre, 44 francs la petite bouteille de mercurochrome. C'est certes pas donné, mais le commerçant n'a que 3 mois pour gagner son année. Saisonnier, c'est un peu plus cher, mais nous, notre but, c'est faire énormément de volume, comme vous le voyez, de manière à sortir une marge décente et ne pas prendre le vacancier, le campeur, vraiment pour ce qui n'est pas, c'est-à-dire pour la vache à lait.
En effet, si ces vacanciers ont choisi le camping, c'est avant tout pour offrir à leurs enfants les plus belles vacances possibles, mais à des prix qui doivent rester abordables. On reste 3 semaines, qu'en location, sur le fois on est resté 1 semaine. L'année dernière, 1800 francs la semaine, quand même, en appartement. Donc c'est plus équitable quand même. Ici, une famille avec 2 enfants ne déboursera que 1000 francs pour 7 jours. Dès le mois de mai, les réservations pour l'été sont bouclées. Un prix, une ambiance et l'alchimie se fait. Dans la solution camping, il est bien évident que les gens ont d'abord un budget à gérer. Maintenant, il y a aussi des clients qui viennent pour l'esprit du camping en lui-même, qui est un mode de vacances différent de la location d'appartement ou de l'hôtellerie traditionnelle. Un esprit camping qui a ses traditions incontournables, l'élection de Miss T-shirt mouillé par exemple. On aime ou on n'aime pas. Et eux, ils aiment. Il est 8 h du matin, la nuit a été longue. Tout le monde dort encore, enfin presque. Pour les 60 employés du camping, les vacances, ce sera pour plus tard. Il était le symbole du beau mâle des Hollywood des années 40. Victor Mature est mort d'un cancer à l'âge de 85 ans. À ses débuts, en 1936, un agent avait dit de lui « Comment voulez-vous que ce pauvre gars fasse carrière avec une pareille tête d'imbécile ?» Son parcours a montré que tout le monde a le droit de se tromper. Pascal Deschamps. C'est son décolleté qui rendit Victor Mature célèbre. Quand il interpréta Samson dans Samson et Dalila, Groucho Marx dit du film « C'est la première fois que la poitrine du héros y est plus grosse que celle de l'héroïne ». Une façon comme une autre de dire que Victor Mature dut davantage sa carrière à ses muscles qu'à la profondeur de son regard. Si Sinatra fut surnommé la voix, lui fut d'ailleurs surnommé The Body, le corps. C'est tout dire. La carrière de Victor Mature subit les aléas de celle des films à grand spectacle. Et lorsqu'en 1986, Stallone, dont il était l'idole, voulut lui faire jouer son père dans le remake américain d'Oscar, les producteurs lui imposèrent Kirk Douglas, encore célèbre. Mais ce ne serait pas lui rendre justice que de retenir uniquement son image de Monsieur Muscle. Il eut parfois la chance de rencontrer de grands réalisateurs, comme ici John Ford, qui dans La Poursuite infernale lui offrit avec Doc Holliday un rôle noir et désespéré à sa mesure. Rencontres trop rares qui ne doivent pas faire oublier que fort d'une 60aine de films, Monsieur Victor, adolescent rebelle et fugueur, venu tenter sa chance à Hollywood, en était bien l'une des dernières légendes. Depuis 22 ans, à Marciac, le bonheur est dans le jazz. Une véritable institution que ce festival au cœur de la campagne gersoise, où se retrouvent les plus grands. Hier soir, Herbie Hancock était au piano. Ce soir, Ray Charles se produira. Reportage de Mathieu Proust et Olivier Combe. Marciac, côté jardin. Jazz à toutes les terrasses. Sous l'œil du fondateur du festival, Jean-Louis Guillaumont, professeur d'anglais et maintenant maire de Marciac. Certains musiciens du festival Off sont ses élèves. Il a fondé ici un collège de jazz. Marciac, côté vedette. Des légendes vivantes comme hier, Herbie Hancock et Wayne Shorter dédicacent leur CD sous les arcades de la Grande Place. C'est formidable d'être à Marciac. Les gens sont vraiment gentils, chaleureux. Beaucoup sont des mélomanes. Et c'est le pays de la gastronomie, du foie gras. Et j'aime ça. Marciac, côté chapiteau. Un public éclectique. Certains ont beaucoup attendu et pas mal sacrifié pour venir voir et écouter Herbie Hancock et Wayne Shorter. J'attendais ça depuis assez longtemps. J'ai travaillé tout le mois de juillet exprès pour décembre. Enfin, j'avais prévu toutes mes vacances en fonction de ça un peu. Et je suis vraiment très content de le voir ici ce soir. Ça fait 20 ans que je viens au festival. En fait, je suis originaire d'ici. J'ai 22 ans. Je suis aussi vieux que le festival. Et j'ai toujours été baigné dedans. Et là, voir Hancock ce soir, c'est un très grand moment. Le grand moment, Alex et les 6000 autres spectateurs l'ont prolongé. La nuit dernière, à Marciac. Herbie Hancock et Wayne Shorter ont fait 4 rappels.
Et sur ces images de Marciac se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Veillée générale pour la dernière éclipse du millénaire qui demain traversera 13 pays, de la pointe de la Cornouaille jusqu'au golfe du Bengale. Chacun se prépare avec plus ou moins d'impatience. Le ministre français de la Défense Alain Richard s'est rendu au Kosovo cet après-midi. Il y a notamment rencontré les soldats français de la KFOR en but au harcèlement des manifestants depuis plusieurs jours. Dans quelques instants, la météo sera présentée par Nathalie Rioué. Ce soir, évidemment, soirée spéciale, le ciel est à nous, avec à 20h50 Éclipse, documentaire à base d'images de synthèse, présenté par Claude Sérillon et Hubert Reeves, en direct du château de Malbrouck, en Moselle. 22h05, la 9e nuit des étoiles, également présentée par Claude Sérillon et Hubert Reeves, toujours en direct du château de Malbrouck. 1h, journal de la nuit, présenté par Javi Timbert. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra en duplex de Fécamp Philippe Ledoux, le président du club d'astronomie de la ville. 13h, Laurence Ostelazza, Antoine Cormery. À demain 20h. Très bonne soirée.